Et on est parti pour les actus du jour grâce au site de cocotland.com comme d'habitude. Alors, aujourd'hui au programme, on va commencer avec deux mises à jour, informations supplémentaires plutôt, sur des boîtiers qu'on avait déjà vus. Du coup, ça va aller assez vite. On aura ensuite des refroidisseurs de processeurs ou ventirades. D'abord, une gamme entière dévoilée juste avant le CES. Ça, on va avoir des trucs au CES. Donc c'est un peu, je pense qu'ils vont en reparler pendant une conférence et ils ont un peu lâché un visuel et des prix. Ça, c'est pas mal d'avoir les prix et c'est plutôt intéressant. Et un autre truc un peu plus spécial, je vous laisserai juger par vous-même. Mais j'avoue que moi, c'est pas trop mon truc. C'est une collab avec Marvel. Et du coup, bah, ça fait des ventirades un peu spéciaux. Voilà, pas trop mon truc, mais pourquoi pas, pour les fans de Marvel. On enchaînera avec une petite news qui compare des SSD, les SSD dernière génération, qui vont très très vite, pour savoir un peu ce qui se fait de mieux. Sachant qu'il n'y a pas encore beaucoup de marques qui en font, mais c'est très prometteur et ça va arriver pour à peu près tout le monde. Il faut juste laisser le temps que ça arrive, mais on a hâte que ça soit la norme. On aura une petite souris chez Mad Catz, une souris sans fil et plutôt bien modulable avec des bouts interchangeables. Donc plutôt sympa. Après, un produit plutôt haut de gamme et plutôt cher. Il n'y a pas de prix, mais plutôt cher. On continuera avec du turfu un peu avec de la DDR5 chez Adata, donc la future norme de la mémoire RAM. On aura une petite news turfu aussi avec une carte graphique de chez Intel. Alors d'habitude on les a pas côté carte graphique, mais on sait qu'ils en préparent un peu et on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on sait qu'ils travaillent dessus. On aura quelques écrans, un peu pour tous les styles et tous les types. Donc de l'écran très très cher à un écran plus accessible. Plutôt sympa. Des bonnes news d'écran aujourd'hui. On aura quelques nouvelles dates pour le CES avec d'autres marques qui annoncent leurs conférences. Ça va arriver. On rappelle, le CES c'est du 11 au 14 janvier, donc très bientôt. Et toutes les conférences sont pas encore fixées. Enfin, en tout cas pas officiellement. Donc voilà, on va avoir des news comme ça dans les prochains jours, c'est sûr. Et on finira avec une petite news où on compare le simulateur de vol de Microsoft, Microsoft Flight Simulator, à la réalité. Et honnêtement, il s'en sort très très bien. Incroyable quand même, un jeu vidéo, enfin même si c'est un simulateur, ça reste comme un jeu vidéo qui ressemble beaucoup à la réalité. On verra ça en images. Et un bon plan, une petite borne d'arcade pour 215 €. Donc c'est assez marrant comme idée. Et si vous êtes fan de jeux vidéo un peu rétro, 215 € pour une borne d'arcade, c'est quand même très accessible. Une vraie et taille standard de salle vaut beaucoup plus que 215. On est plutôt dans les milliers d'euros. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera à la fin. On commence tout de suite avec nos boîtiers. Alors c'est juste de la mise à jour parce qu'on les a déjà vus. Premier boîtier, celui-là. Un truc orienté plutôt très haut de gamme. Alors en fait, vous faites pas avoir, mais il n'est pas en haut blanc et en bas noir, c'est juste qu'il sera disponible en deux coloris, noir et blanc, mais le blanc est tout blanc et le noir est tout noir. Voilà. On peut tout mettre dedans. Il y a des panneaux en verre vitré, en verre trempé de chaque côté. Là, on voit pas l'autre côté, mais il y en a un pareil, avec un écart pour laisser passer l'air. Par contre, bonjour la poussière.
Clairement, bah, c'est bien hein, pour l'air, effectivement, il y a de la place. Pour la poussière aussi, il y a de la place. Ça peut être un peu plus compliqué. Sinon, il est énorme. En vrai, il est vraiment énorme. On est sur des dimensions de 628 par 288 par 580. C'est très très gros. Il est compatible avec absolument tout. Vous pouvez tout mettre dedans. Vous avez la place pour mettre plein de ventilateurs, plein de radiateurs de water cooling, ce que vous voulez. Vraiment. Il coûte sûrement très cher. On n'a pas les prix encore, mais ça va être à mon avis, 200 € et plus, clairement. Après, un design un peu atypique, on aime ou n'aime pas, mais plutôt intéressant, un peu entre totalement. Il existe des boîtiers qui sont totalement ouverts et bah, le boîtier classique traditionnel qui est totalement fermé, et bah un peu un mix entre les deux. Pourquoi pas? En vrai, les boîtiers se transforment de plus en plus en objet de design aussi et bel objet en tant que tel. Donc moi ça me dérange pas comme idée. Je trouve que ça peut être un bel objet et en plus c'est des choses qu'on peut garder dans le temps comparé à des composants informatiques qui doivent être changés au bout d'un moment parce que même s'ils fonctionnent encore, au bout d'un moment c'est plus vraiment optimal. Un boîtier peut être gardé 10 ans, même 20 ans en soi, si c'est de la bonne qualité. YoKit Cache. Donc ça peut être si on aime l'objet et qu'on a envie de le mettre en valeur, et bah ça peut être un bon investissement et ça peut durer dans le temps. On continue avec un autre boîtier qu'on avait déjà vu. Alors pareil, un truc assez énorme parce que des dimensions de 714 par 301 par 671 mm. Donc vraiment, il est encore plus grand que l'autre. Un monstre. Compatible avec tout, avec toutes les connectiques. Un design plus gaming. Vraiment un look agressif avec des entrées d'air mais plus fermées pour le coup. Un peu penché, un design un peu penché. Je sais pas trop c'est quoi l'angle ici, mais ça a l'air d'être un peu penché. Un écran, pardon, je perds mes mots. Un écran sur l'avant sur lequel on peut afficher un peu ce qu'on veut, je crois. Donc ici on a le logo, mais je crois qu'on peut afficher d'autres trucs. La mise à jour de sur ce boîtier, c'est qu'on a le prix et ça fait pas plaisir parce qu'il est à 450 €. Donc voilà, disponible fin février. C'est un prix qu'on retrouve pour un magasin italien, un site de vente italien. Mais bon, l'Italie, c'est comme chez nous, en vrai. Donc on peut s'attendre au même prix chez nous. C'est Aorus, donc c'est déjà, on savait que ça allait être cher. 450 €, c'est quand même très très cher. Là, pour l'autre, on n'a pas le prix, donc je peux pas vous dire, mais là, on est quand même sur des prix très très élevés. Il y a quand même assez peu de boîtiers qui atteignent ces prix-là. Et bah voilà, faut quand même être assez fan de la marque pour mettre aussi cher dans un boîtier. Malgré le bel objet qu'il nous présente là, difficile de justifier les 450 € dans tous les cas. Oula. On continue avec du ventirad. Du ventirad ou refroidissement par air du processeur. Donc un radiateur, en général un radiateur surmonté de un ou plusieurs ventilateurs. Ici c'est Thermaltake qui nous annonce qu'ils refont leur gamme de ventirad. Ils annoncent 3 modèles. Donc, on a ici les 3 modèles en visuel. Donc un peu adapté pour tous les boîtiers et pour des processeurs plus ou moins puissants, enfin en réalité qui chauffent plus ou moins. Et donc on nous annonce des TDP supportés de 140 à 180 watts, donc une émission de chaleur de 140 à 180 watts, et des prix plutôt très attractifs, parce qu'on est sur le petit modèle à 35 $ et le plus gros modèle, donc
un modèle avec un radiateur et 2 ventilateurs pour moins de 50 $, 49,99 $. Donc ça c'est intéressant, c'est quand même des prix très attractifs. Après à voir combien ça sera chez nous, c'est que toujours un problème là-dessus. Un jour faudra m'expliquer, hein. J'aimerais bien qu'un économiste vienne m'expliquer, mais pourquoi déjà 1 $ se transforme en 1 € et du coup on ajoute les taxes et du coup ça fait des prix qui sont bien plus hauts chez nous. On verra quand ils seront annoncés chez nous et disponibles, mais c'est quand même intéressant. Et le plus petit à 35 $, franchement plutôt sympa, hein, parce que 35 $ pour un ventirad de qualité, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On continue avec d'autres ventirades. Alors j'avoue que ça marche moins sur moi du coup. Ceux-là, ils sont moins chers, mais pour l'instant on les trouve plutôt dans le marché asiatique. On les trouve à un équivalent de 22 €. Une collab qui aurait pu bien se passer entre une marque coréenne, Bravotech et Marvel, pour faire des ventirades custom avec le design des héros Marvel. Donc on aime, on n'aime pas, hein. Moi j'avoue que je sais pas trop client. Pas trop client, mais c'est quoi celui-là? C'est Thanos du coup? C'est Thanos en rose? Peut-être. Mais bon, c'est plus pour le marché asiatique que pour nous. Et peut-être qu'il vaut mieux, hein, parce que je sais pas trop, hein, si ça marcherait vraiment chez nous. C'est quand même... En plus, en fait, ce qui est dommage, c'est que ça a un look assez cheap et en même temps, c'est ultra custom en termes de visuel et tout. Même le ventilateur est totalement custom. C'est un peu... je sais pas trop quoi en penser. Mais je mettrais pas... Comme ça, non. Je mettrais pas trop ça dans mon PC. Pas sûr. On continue avec du SSD. Du SSD dernière génération. Alors on va comparer les Samsung, les derniers SSD Samsung, qui sont en vrai Samsung réputé pour faire toujours du très bon SSD et souvent dans les meilleurs, avec une marque que je connais moins mais qui cartonne, c'est Sabrent. Donc on prend juste un test. Je suis allé voir vite fait un peu le reste de la news, mais c'est vite très technique. Et en gros, ce test-là va nous montrer que, en vrai, que Samsung se fait un peu pulvère, hein. On voit Samsung qui est... du coup, on a 4 SSD de tester. Le dernière génération de Samsung qui est en gris ici. Vous voyez qui fait ce truc-là, là. Et dernière génération de Sabrent qui est en jaune. Donc on voit qu'au début ça colle et après il y en a un qui s'effondre et pas l'autre. Jusqu'à re-arriver à des débits à peu près semblables. Ici c'est les débits en mégabits. Donc on arrive entre 6 et 7000 à la fin. Mais on a une rupture. Hein. On a une rupture dans les lignes. Et ça, on a juste à voir qui est au-dessus. Après c'est un seul test parmi d'autres. C'est un test en lecture et on n'utilise pas d'une seule manière son stockage, mais ça montre que Samsung a peut-être de la concurrence sérieuse en face, même si Samsung est un truc juste énorme en fait. Il y a aussi ça, hein, mais peut-être que des gens ont trouvé le moyen de faire du meilleur matériel. Et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant que des plus petits groupes arrivent à produire des trucs qui marchent mieux que des grands groupes qui investissent énormément en recherche et développement. Parce que croyez-le, Samsung met beaucoup d'argent pour développer des nouvelles technologies. C'est sûr. Et
bah, plus on est gros, normalement plus on met d'argent pour développer des nouvelles technologies. Donc c'est marrant. Yotoxic. Vous pouvez aller voir le reste de la news si ça vous intéresse pour savoir exactement toutes les infos sur plein d'autres points. Parce que là c'est juste un point, un test en lecture et il y a d'autres tests. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Après ça reste très technique. Il faut aimer les chiffres et des informations techniques. On continue avec un truc plus visuel. Une souris de chez Mad Catz. C'est la Rat DWS. Alors c'est une souris sans fil. Avant que je vous montre le design, souris sans fil, soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Autonomie de 200 heures. Elle pèse 300 grammes, donc c'est pas une souris légère, hein, pas du tout. On a une pile à l'intérieur, une pile, pas de batterie, pas de port USB. S'il n'y a plus de pile, vous pouvez pas vous en servir. Son intérêt, c'est qu'elle est modulable. En vrai, c'est surtout ça. Vous voyez, vous avez des morceaux différents pour votre partie droite. Donc si vous voulez un truc droit, un truc avec repos de la main ou une partie avec un grip. Et un morceau de rechange aussi pour l'arrière. Et on retrouve plein de boutons dessus. Donc pour les joueurs de MMO, les joueurs de WoW par exemple, qui ont besoin de plein de boutons, et bah on peut avoir 14 boutons. Voilà, si vous avez besoin. Je suis allé voir, il n'y a pas de prix, malheureusement. Bon, sinon, elle est clairement orientée. En vrai, elle est clairement orientée gaming, genre MMO, je pense. Vraiment, avec 14 boutons. On n'a pas besoin de 14 boutons pour un FPS. Donc, ça peut être intéressant. Après, ça va être, à mon avis, une souris qui va être très haut de gamme et très chère. Sachant que déjà, les Mad Catz sont pas les souris les moins chères du marché. Là, on a l'air d'être sur un produit quand même très bien fini. Et orienté très haut de gamme, mais elle sera chère. Honnêtement, je peux quasiment vous l'assurer sans savoir le prix, parce que même on voit les finitions alu brossées là, ça coûte cher. Moi je vous le dis. Donc un bel objet. Tout le monde n'en a pas l'utilité. Après un petit look Transformers quand même, faut aimer. C'est pas sobre du tout, mais pour les joueurs de MMO, ça peut être bien intéressant. 14 boutons. 14 boutons, c'est beaucoup. On continue avec le Turfu. Le Turfu, ce sera la DDR5 pour la RAM. Après l'avoir eu sur certaines cartes graphiques, on va l'avoir pour notre RAM. Donc ici, c'est Adata qui nous parle de la DDR5, qui travaille avec des marques qui font des cartes mères, Gigabyte et MSI, avec des processeurs Intel. Donc là par contre on nous parle de processeurs Intel. On n'a pas encore eu, je crois, de news de partenaires ou d'AMD à propos de la DDR5, mais ça doit être dans les tiroirs, à mon avis ils sont pas trop en retard. Donc sinon visuellement ça ressemble à une barrette de RAM, hein, franchement. On révolutionne rien du tout. Juste on avait déjà eu des infos, on n'a pas d'autres informations là de Adata, juste qu'ils y travaillent. On avait déjà eu une petite info il y a quelques temps de Team Group qui y travaillait aussi. Avec, ils prenaient comme exemple un kit de 16 Go, une barrette de 16 Go à 4800 MHz en fréquence, avec des tensions très correctes. Donc c'est prometteur. De toute façon, ça va sortir, savoir quand, mais ça devrait pas trop traîner à mon avis. Et franchement, si 4800 MHz c'est la norme, je suis très très chaud, parce que en gros actuellement la norme c'est 2400 ou 2666. Si on prend 2400, ça fait du x2 quoi. On est bien.
ça veut dire potentiellement avoir besoin de moins de RAM pour la même utilisation, vu qu'elle va plus vite. Donc c'est un peu la folie. Mais à voir dans quel délai ça sortira. Ça sortira, c'est sûr. Savoir quand. Et forcément, au tout début, ça va pas être compatible avec grand chose. Ça va être cher. Comme toute nouvelle technologie qui sort, faut le temps que ça devienne la norme, que ça soit disponible partout et que tout le monde en ait besoin. Et là, on arrive sur un marché de production de masse et avec des prix plus accessibles. Donc ça va mettre un peu de temps, à savoir combien de temps. Mais ça promet. Ça promet. 4800 MHz, ça promet. On continue avec la seule news carte graphique d'aujourd'hui. Incroyable, une seule news carte graphique et c'est ni Nvidia ni AMD, c'est Intel. On va pas y passer très longtemps. Juste, on savait que Intel prépare des cartes graphiques. Ils avaient fait fuiter, on avait vu des benches d'une carte graphique plutôt axée pour les processeurs, les ordinateurs portables. Donc vraiment un truc qui serait plus de la bureautique avec une consommation d'énergie très faible. Et là, on nous parle ici d'un truc un peu plus prêt pour du gaming. Ça reste très très vague et on n'en sait pas grand chose. On nous parle de 8 Go de mémoire dédiée en GDDR6. Pas facile à dire, j'y suis arrivé. Donc plus du gaming. On ne sait pas trop encore si c'est du modèle portable ou de bureau. On n'a pas trop d'infos, c'est sûrement des infos qu'on aura au CES pendant les conférences d'Intel. Mais c'est en préparation et honnêtement, je mettrai une petite piécette sur une annonce pendant le CES de ces nouvelles cartes graphiques de Intel. Parce qu'en plus, notamment celle qui est pour les portables, sachant que le CES à la base est une conférence pour les pros et que s'ils annoncent des puces graphiques pour les portables, c'est pour les intégrer dans des portables que d'autres marques fabriqueront. Donc j'y crois fort. Mais assez vague les infos, malheureusement. Parce que franchement, ce serait cool, un peu plus de concurrence. Pourquoi pas, quoi. Pour l'instant, il y a 2 acteurs majeurs. Un troisième... Mais en tout cas, celle portable, je suis quasiment sûr qu'elle va être annoncée. J'espère qu'ils vont annoncer toute la gamme après avoir où ils sont rendus dans le développement. C'est un peu toujours la même chose, c'est la situation actuelle est spéciale, donc peut y avoir un peu de surprise dans les annonces et des trucs repoussés comme on a vu. Il y a dans quasiment tous les milieux et tous les domaines eu des trucs repoussés, voire annulés. Donc l'informatique fait partie de tous les domaines, malheureusement. On continue avec de l'écran. Premier écran, un écran plus... Alors, pas du tout un écran gaming, déjà, on se le dit. On est sur du 27 pouces en 1440p, on pourrait croire que c'est pour du gaming. Ce n'est pas pour du gaming. On est sur une très belle dalle IPS avec des caractéristiques de couleurs vraiment top. Et en fait, on est sur de l'écran pour graphistes ou professionnels du visuel, ce genre de truc. On est clairement sur des écrans destinés pro et pour l'image. On veut que ça soit beau, on veut avoir des belles couleurs, on va pas chercher les 144 Hz ou ce genre de truc. On veut juste que ça soit beau. Donc des écrans plutôt marrants, vraiment destinés à un public réduit, parce que en vrai tout le monde n'a pas besoin d'un écran qui restitue les couleurs le plus vrai possible. Mais c'est marrant qu'ils fassent que ça continue ce genre de truc aussi et que tout le monde fasse le sien. C'est aussi ça qui est marrant. C'est pas du tout comme si c'était si peu courant que ça. Quasiment toutes les marques sont
son écran avec les couleurs les plus réussies possibles pour je sais pas, les graphistes, ou souvent les graphistes, ou les professionnels de l'image. Bon, sinon, il a ce qu'on retrouve sur un écran classique, de l'HDMI, du DisplayPort, un USB-C. C'est très classique. Mais voilà, et on a forcément, vous connaissez, vous avez l'habitude, pas de date, pas de prix, parce que sinon ce serait trop beau. On continue avec de l'écran qui va un peu plus vous parler à vous gamers. On est sur 4 nouveaux écrans de la part de Iyama, des écrans incurvés. On va voir vite fait le visuel. Donc voilà, incurvé comme ça. On est sur du 144 Hz pour le modèle 34 et 32 pouces et sur du 165 pour le modèle 27 et 24, je crois. Je me trompe pas. Me trompe pas. Me trompe peut-être. 24 et 24. Ouais, 24 et 24, ok. Donc 34, 32 et 24. Orienté clairement pour du gaming. Les plus grands sont en 1440. Les plus petits sont en Full HD. Et on est sur des prix plutôt petits. C'est aussi ça qui est très intéressant. On est sur le 34 pouces à 550 €. Donc 550 € pour un 34 pouces en 1440 ultra large. 1440 ultra large et 144 Hz, c'est pas mal. Après on a le 32 pouces qui est pareil mais juste pas ultra large pour 380 €. Donc pareil, plutôt intéressant. Et les petits en 24 pouces et Full HD, mais qui eux montent à 165 Hz. Ils sont à 219 et 179, alors quelle est la différence entre les deux? C'est le pied ergonomique ou pas. Donc voilà. Donc il y en a un qui est réglable en hauteur et pas l'autre. Voilà. C'est ça la différence. Là. Et du coup, vous avez 40 € de différence pour le pied. C'est quand même assez cher. Sachant qu'un pied ne coûte pas vraiment 40 €, je suis pas sûr. Enfin bref. Pourquoi pas en acheter plusieurs des petits 24 là avec un support. Ça peut être un truc intéressant. Mais quand même 179 €, 24 pouces Full HD, 165 Hz, c'est très attractif. Hein. Moi, c'est des prix qui m'intéressent et qui pourraient... dans l'absolu, il faudrait que j'achète un écran. Ça pourrait m'intéresser. Hein. 180 €. Incurvé, c'est cool. C'est plutôt cool. Et on finit avec de l'écran très haut de gamme. Encore une fois, pour les professionnels, on est sur du 40 pouces ultra wide chez Dell. Alors du coup 21/9, et c'est un peu compliqué, mais en gros c'est pour un monteur. C'est un écran pour les monteurs, parce que c'est de l'ultra wide qui permet d'afficher en son centre une image ou une vidéo en 4K et de pouvoir travailler autour. Donc clairement c'est un écran pour faire du montage vidéo en 4K. Parce que du coup vous avez votre image résolution 4K qui apparaît au milieu et tous vos outils de montage tout autour. Et donc ça régale pour les monteurs. Et vous avez tout dessus. On a un prix qui est de 2100 $. Donc on a un prix pour les professionnels. Hein. Ça là-dessus... pas trop envie de mettre 2100 $ dans un écran, mais pour les gens qui font du montage 4K, si ça marche bien et que vous avez besoin d'un nouvel écran, ça peut être un investissement professionnel. C'est Dell, donc c'est très qualitatif.
vous avez un support au top. Donc pour les pros, ça peut être une bonne idée. On continue avec des nouvelles dates de conférences pour le CES. On a Samsung, Razer et Nvidia qui ajoutent leurs dates. Donc Nvidia sera le 12 janvier à 18 h. On aura Razer le 12 janvier à 19 h. Et Samsung le 14 janvier à 16 h. A noter que par exemple, on a déjà des conférences qui se chevauchent. Parce que on a Razer et Asus ROG le même jour à la même heure. Donc déjà il n'y en aura qu'un qui pourra être suivi en live. Et ça veut dire que derrière il faut récupérer les informations. Franchement, les sites qui font les récaps de conférences, ils vont avoir tellement de boulot. Ça va être du travail H24. Par contre, à noter que les horaires sont vachement sympas pour nous. Sachant que le CES, c'est normalement à Las Vegas. Donc est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça nous arrange bien. Parce que j'avoue que les conférences entre 3 et 6 heures du mat, même entre 3 et 8 heures du mat, moi je suis moyen chaud. J'aime bien dormir aussi la nuit. C'est pas mal. Du coup là, c'est des horaires qui me conviennent parfaitement. Et j'avoue que j'en regarderai un maximum en live. Mais je pourrais pas tout suivre. Je suis un humain. Donc je regarderai ce que je pourrais. On continue avec une petite news assez marrante. Des gens se sont amusés à comparer les images à l'intérieur de Microsoft Flight Simulator et les images réelles. Et c'est assez incroyable. J'ai trouvé ça assez bluffant. On va s'en regarder vite fait. Pas trop longtemps, mais vraiment... Bon là, il y a les nuages. Effectivement, les nuages... Bon, j'espère que vous arrivez à savoir quel côté est le jeu et quel côté est la réalité. Tout de même. Mais en vrai, avec les immeubles et tout, bon, c'est pas exactement les mêmes immeubles, mais à part les nuages, j'avoue que les nuages ils font vraiment la diff. Et si on enlève les nuages, c'est plutôt propre. Hein. Est-ce qu'on a d'autres endroits sympas? Ici. En vrai, je trouve que c'est assez ouf. Moi, je trouve ça assez ouf. En vrai, à gauche, c'est plus beau. Je trouve que le travail qu'il y a derrière pour lâcher ça... Bon, après, ça tourne... c'est un simulateur qui tourne sur des machines très puissantes. Hein. Et là, dans les meilleures conditions. Oh, une piste d'atterrissage. Pas mal, ça. Pas mal comme idée. Et où la piste d'atterrissage? À la fin. Piste d'atterrissage. Atterrissage en direct. Je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, après, on sait que c'est des grosses équipes et c'est Microsoft, hein, donc ils ont quand même les moyens, que ce soit matériel, personnel ou financier, pour faire des gros trucs. Mais quand les professionnels disent que ce simulateur peut être utilisé comme vrai simulateur de vol, ça m'étonne pas vraiment.
Bon là c'est sûr que quand on voit les détails sur la route et tout, bien sûr. Bon allez. Moi aussi j'aime bien regarder les vidéos, mais dans l'eau, je suis moyen chaud. On finit avec une borne d'arcade. Une borne d'arcade Street Fighter à 215 €. Bon après c'est une plus petite que une classique, vous voyez. Là une installation avec 2 bornes d'arcade. Donc un peu plus petite, mais 215 €, c'est pas très cher. Et bah, ça marche plutôt bien, hein. On a un écran de 17 pouces et on a dessus Street Fighter 2, à savoir le Champion Edition, le Super et le Super Turbo. Donc moi j'avoue que je suis pas joueur de Street Fighter, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais j'imagine des trucs sympas et un peu de rétro gaming et de nostalgie pour certains. Mais en vrai, c'est quand même plutôt propre comme objet. Et 215 €, c'est quand même une somme, hein. Clairement, 215 €, c'est une somme. Mais une borne d'arcade, une vraie qu'on trouve dans les salles d'arcade, ça vaut pas 215 €. Je suis désolé de vous dire ça, mais ça vaut, je sais pas, au moins 1500, j'imagine, pour les moins convoités et tout. Et jusqu'à sûrement très très cher pour les plus convoités et les plus rares. Donc c'est quand même un objet bien plus accessible si vous êtes fan, et ça peut faire un objet de design aussi sympa, hein. Bon, c'est quand même une borne d'arcade, hein, faut l'assumer, mais c'est quand même plutôt joli. Moi je trouve ça marrant. Et 215 €, c'est pas si cher que ça. Voilà qui conclut notre actu du jour. J'espère que vous avez apprécié des trucs plutôt intéressants aujourd'hui. Pas trop de news, mais comme d'hab, jusqu'au CES, ça va être des marques se réservent principalement pour le CES, où ça va être le rush. Donc des petits trucs par-ci par-là sympas, un peu de quelques visions du futur, avec notamment la DDR5 et des écrans très sympas, hein, quand même. Moi les écrans Iyama là, ça m'intéresse, pourquoi pas.